Que faut-il penser de la politique économique de Donald Trump? Est-ce qu'elle est géniale ou au contraire catastrophique? On en parle avec Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis, c'est ça que la politique elle est largement critiquée quand on écoute les avis en France, voilà, elle est souvent dénoncée. Pour autant, on n'est pas un peu sévère? Elle n'est pas si catastrophique que ça. Il n'y a pas qu'une politique. Enfin, pour faire simple, et on détaillera après, la politique, je parle de la politique économique, hein, je ne parle pas de la politique d'immigration, il y aurait plein de choses à dire. Sa politique économique externe est catastrophique, c'est la politique commerciale. Sa politique interne et financière est extrêmement intelligente. Et donc, on va commencer par ce qui est catastrophique. Sur le commerce, encore une fois, il nous fait de la politique. Après, il veut relocaliser, on ne peut pas lui en vouloir de vouloir relocaliser. Après, on se dit effectivement, s'il taxe ce que les Américains sont obligés d'importer sans pouvoir relocaliser, c'est problématique. Mais son idée, c'est de relocaliser. Depuis toujours, quand on avait fait un sujet là-dessus, quand on écoute, à l'époque, il avait voulu se présenter, était candidat à la candidature dans les années 80, fin des années 80. Déjà, il parlait du commerce extérieur, des déficits de la balance commerciale, qu'il fallait réduire avec le Japon. Il avait cette vision-là aussi déjà à l'époque. Oui, mais Trump, c'est un mercantiliste. Donc c'est un vieux modèle. Et pourquoi pas? Parce que ça ne marche plus. Alors, ce qui est assez drôle, d'ailleurs, quand vous regardez la relation États-Unis-Chine, c'est que les Chinois, jusqu'à il y a 7-8 ans, étaient mercantilistes aussi. Hein. Mercantilisme, ça veut dire je sous-évalue ma monnaie et je crois en vendant des biens j'inonde le reste du monde de mes produits. Et j'ai des excédents extérieurs et c'est ça qui fait ma croissance. C'est le modèle chinois jusqu'en 2013-2014, c'est le modèle allemand jusqu'à aujourd'hui. C'est le commerce extérieur, ce sont les exportations qui font la croissance. Ce n'est pas la demande intérieure qui fait la croissance, c'est les exports. Et ce modèle, je pense, est mort. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons consommer des biens produits pas très loin de l'endroit où ils sont consommés. C'est ce qu'on appelle pompeusement le retour aux chaînes de valeur régionales. Hein. Et donc, on ne veut plus importer des choses qui ont été produites très loin. Si on veut vendre des avions aux Indiens, il faut largement les fabriquer en Inde. Si on veut vendre des voitures aux Chinois, il faut largement les fabriquer en Chine, etc. Donc on a ce retour de la production auprès de l'acheteur final des biens. Ils ont 300 millions de consommateurs en même temps. Oui, et donc le bon modèle, c'est un modèle où on fabrique une demande intérieure importante et où les investissements servent cette demande intérieure. C'est le cas aux États-Unis aujourd'hui, le PIB, c'est aux deux tiers aux États-Unis. C'est pas du tout le modèle mercantiliste. Le modèle mercantiliste, qui était à nouveau le modèle chinois et allemand, c'est un modèle où les investissements qui sont faits dans le pays servent à exporter dans le reste du monde. Or, ce modèle meurt parce que, d'abord, on anticipe tous que les coûts de transport vont monter, parce qu'il y a des demandes de contenu local de la part des gouvernements qui veulent qu'on produise, ils ne veulent pas acheter des choses qui ont été, dont la valeur ajoutée n'a pas été fabriquée localement, qui n'ont pas créé d'emplois localement. Mais vouloir produire, encore une fois, sur des sites industriels aux États-Unis, oui, mais on peut produire aux États-Unis, mais on va produire. Donc, la politique intelligente, c'est d'essayer, et ça va marcher, de faire produire davantage aux États-Unis pour satisfaire le consommateur américain. Mais sans pour autant passer par les droits de douane. Airbus fabrique des Airbus 320 aux États-Unis, Mercedes, tous les constructeurs automobiles sont ou vont être aux États-Unis. Mais le modèle où le mercantilisme, c'est-à-dire ma croissance, c'est que je vends plus aux Européens, aux Chinois, aux Japonais, etc., c'est plus le modèle de commerce aujourd'hui. C'est le modèle d'avant, le modèle où il y avait des chaînes de valeur mondiales et où donc je fabriquais des biens qui étaient exportés très très loin. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Ce qui marche, c'est à nouveau... c'est des investissements qui servent le marché régional, pour toutes les raisons que j'évoquais avant. Ouais, mais autour des États-Unis, il y a quand même un marché régional entre le Canada, le Mexique... Donc la nouvelle version de l'accord nord-américain, de NAFTA, entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, ça a du sens. Que les États-Unis commercent davantage avec l'Amérique latine, ça a du sens. Que les États-Unis demandent aux Chinois d'acheter des produits made in USA, ça n'a pas de sens et ça ne marchera pas. Parce que, alors à part sur des choses très particulières, par exemple le gaz naturel liquéfié dont les Chinois ont besoin et qu'on ne peut pas produire en Chine parce qu'il n'y en a pas beaucoup et donc qui viendra de Russie ou des États-Unis. Mais à part des choses très particulières, aujourd'hui, on va fabriquer auprès à nouveau de l'acheteur final des biens. Donc il se trompe de stratégie. Le modèle mercantiliste ne peut plus marcher aujourd'hui. Même si politiquement, encore une fois, relocaliser des emplois, des sites... Non mais ça c'est différent. Mais à nouveau, dire...
si vous voulez vendre des Mercedes aux Américains fabriqués là aux États-Unis, ça peut, ou disons dans les Amériques, ça peut marcher. Ouais. Mais dire, venez, faites aux États-Unis les biens qu'on va vendre en Chine, ça ne peut pas marcher. Ouais. Hein. Et donc, essentiellement, quand Trump négocie avec les Chinois ou avec l'Europe, il leur dit, achetez davantage de produits américains. C'est ça la négociation. Ouais. Si vous n'achetez pas davantage de produits américains, je vous mets des droits de douane. Donc, achetez mes produits. Mais ça ne peut pas marcher. Les Chinois n'achèteront pas plus, en réalité, de produits américains. Ouais. Et sur sa politique intérieure, pour le coup. Alors, du coup, là. Parce que derrière il a cherché, ce qui est normal, à prolonger le super cycle américain, avec évidemment beaucoup de baisses d'impôts sur les ménages, sur les entreprises. On se dit que ce n'était pas gagné d'avance, mais c'est en train de marcher. Alors, oui, alors c'est en train de marcher. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant à regarder, disons ça comme ça, parce que c'est quand même les phénomènes économiques qui durent depuis 1 an et demi ou 2 ans, il faut quand même toujours être un peu prudent. Ce qu'a fait Trump, quelque chose normalement que la plupart des économistes réprouvent, qui est de stimuler la demande au plein emploi. Ouais. Donc, il met une pression sur la Réserve fédérale pour baisser les taux. C'est probablement pas pour ça que la Réserve fédérale va baisser les taux, mais elle va baisser les taux. Ouais. Et il a fait un déficit public de plus de 5 points de PIB, qui va d'ailleurs continuer à augmenter un petit peu. Donc, il soutient fortement la demande au plein emploi. Normalement, on dit que ça ne sert à rien. Parce que quand on est au plein emploi, quand on soutient la demande, tout est importé. Ouais. Alors évidemment, il y a beaucoup d'importations, le déficit extérieur des États-Unis augmente, mais on a quand même vu, le taux de chômage baisser à un niveau où on ne pensait pas qu'il baisserait. On est tombé à 3,6. Avec augmentation de la population active en parallèle. Et donc on a ramené à l'emploi des Américains très peu employables. Et depuis 2 ans, on a vu un redressement tout à fait important de la productivité, qui augmente maintenant de 2,5% par an. Vous vous rappelez ce fameux débat sur la stagnation séculaire? Aux États-Unis, il n'y a plus de stagnation séculaire. En tout cas, depuis 2 ans, il y a des gains de productivité qui sont extrêmement importants. Ça veut dire que soutenir la demande, ça augmente la croissance potentielle, mais ce n'est pas ce qu'on nous apprend. Alors, en général, on considère que la croissance potentielle, elle est ce qu'elle est, et que donc, quand on est au plein emploi, on peut faire que la croissance potentielle. Ce qu'on apprend aux États-Unis, c'est que si on soutient la demande alors qu'on arrive au plein emploi, on va pouvoir faire monter la croissance potentielle. Ouais. Donc la croissance potentielle va être tirée vers le haut par, le fait à nouveau qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent chercher un emploi, et 2, le fait que les entreprises sont obligées d'être plus efficaces pour produire plus, donc va améliorer la productivité. Et donc, c'est ce qu'on a appelé la théorie de la surchauffe. D'ailleurs, l'inventeur, c'est Janet Yellen, qui a parlé de ça il y a assez longtemps, l'ancienne présidente de la Réserve fédérale, qui disait « Je veux surchauffer l'économie américaine pour faire baisser encore plus le taux de chômage et donc permettre que des Américains très peu employables, finalement, trouvent un emploi. » Donc on se dit quoi alors? Génial ou catastrophique, la politique de Trump? Catastrophique dans ses aspects commerciaux, où il ne comprend pas du tout l'organisation du commerce mondial et de la spécialisation productive mondiale. Et extrêmement intéressant, en tout cas dans l'aspect domestique, où il a réussi à redresser la croissance potentielle. Et peut-être que les Européens, sur ce dernier point, devraient regarder. Parce que la politique budgétaire restrictive qu'on fait aujourd'hui en Europe nous empêche évidemment qu'on puisse avoir cette même soutien de la croissance de long terme que ce qu'on voit aux États-Unis. Allez, merci. Merci beaucoup, Patrick.